Un, deux. Ben, s'il vous plaît, on va continuer avec les grands témoins, la mobilité et les médias. Bonjour. Bonjour Hervé. Normalement, je dois avoir, si vous voulez bien reprendre vos places, James André qui est ici, Hervé Hérault, Emmanuel Langlois, Didier François, c'est ça? Christian Roudot, pardon Christian. On doit avoir aussi Didier François avec nous et puis... Ah ben bonjour Didier. Et Lara Marleau. Est-ce que Lara Marleau est là? Elle arrive. Alors je lui ai laissé ma place à Laura. Lara, sinon elle n'aura pas assez de place. Ça va Lara? Ça va et toi? Ça va. En place, s'il te plaît. Bah, à la limite, oui, mets-toi à côté de James. Voilà. Deux anglophones, c'est pas mal. Oui, oui. Merci de reprendre place, s'il vous plaît. Nous allons continuer jusqu'à 12h45. Bonjour. Bien, je me présente, je m'appelle José-Emmanuel Lamarque, je suis grand reporter à France Inter et je vais être le modérateur de cette table qui est une table pour les grands témoins, la mobilité et les médias. Donc, vous n'aurez que des journalistes avec vous. On va commencer par les dames. Lara Marleau qui est avec nous. Lara, bonjour. Alors, Lara Marleau, vous êtes journaliste américaine et correspondante pour l'Irish Times. Exactement. Voilà. Et à côté de vous, un deuxième anglophone. Donc, le deuxième anglophone, c'est James André qui est grand reporter à France 24, c'est ça? Tout à fait. Bonjour à tous. Ensuite, on continue avec Didier François, qui est journaliste européen, journaliste ou grand reporter, chroniqueur? C'est pareil. C'est pareil, d'accord, merci. Hervé Hérault pour le petit journal. Oui, bonjour, José Emmanuel, le Journaliste petit journal.com, le journal des Français à l'étranger. Je pense que Voilà. vous êtes nombreux à connaître. Et Emmanuel Langlois qui travaille dans la même maison, on travaille ensemble. Nous, France Info, absolument, France Info. En jaune et noir. en jaune et noir Alors que vous, avec c'est la le rouge. chronique des Français de l'étranger. Voilà, le dimanche, on pourra Voilà. en parler tout à l'heure. Très bien. Et puis, et avec nous, nous avons aussi Christian Roudot. Bonjour. Bonjour à tous. Et j'ai été correspondant aussi pour Radio France pendant 12 ans à Londres. Qui a écrit un livre aussi, non? France, je t'aime, je te quitte. C'était une grande enquête. La France vue par les Français de l'étranger, puisque je partais du postulat qu'on ne voit pas le bocal national de la même façon lorsqu'on y est à l'extérieur. Merci. Je vais demander que nous ayons des micros, s'il vous plaît, pour nos invités. Je ne sais pas si on en a assez. On va commencer par Lara Marleau, honneur aux dames. Lara Marleau, en tant que journaliste américaine et correspondante de l'Irish Times, vous, c'est le contraire, vous êtes l'expat d'ici. Je suis une Californienne parisienne. Voilà. Oui. Alors c'est quoi? Quand on est californienne, parisienne et journaliste, qu'on travaille pour un quotidien irlandais? Bah, je suis mondialisée. C'est une très longue histoire. Je ne sais pas combien de temps vous avez. Vous avez 7 minutes, comme tout le monde. Bon, Ne d'accord. vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ok. Bah, ça a commencé quand j'avais 5 ans. Parce que ma mère, qui était nouvellement veuve, a fait un grand voyage en Europe et au Proche-Orient. Elle est revenue avec une sacoche Air France, avec une sorte de langouste, je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être du vieux symbole d'Air France, bourrée de souvenirs assez kitsch de son voyage. Et j'ai fait une fixation sur Paris. La seule chose qui m'intéressait, c'était la petite tour Eiffel en bronze, le foulard avec tous les monuments de Paris, etc. Et je pense que quelqu'un a dû me dire « Ah, Lara, tu aimerais bien Paris ». Parce que c'est resté dans ma tête. Quand j'avais 7 ans, j'ai suivi quelques cours de français en été. Et puis, je suis tombée malade, j'ai eu la varicelle, donc j'ai pas pu continuer. Quand je suis arrivée au high school en Californie, je me suis tout de suite inscrite pour les cours de français.
Donc je devais avoir 13-14 ans. J'ai suivi des cours de français jusqu'à ma 2e année d'université. Et l'université de Californie où j'étais avait un programme d'échange avec Grenoble. Je ne voulais pas aller à Grenoble. Pour moi, il fallait que ce soit Paris. Et je me suis renseignée, ce qui n'était pas évident à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Internet. Enfin, c'était beaucoup moins facile. Mais j'ai appris que la Sorbonne avait les cours de civilisation française pour les étrangers. Et donc, voilà, je me suis inscrite. Je suis venue à Paris à 19 ans. Et ça a été une année merveilleuse. Ça a été sans doute la meilleure année de ma vie. C'était la grande aventure. C'était un monde nouveau. Enfin, tout était... Voilà, c'était superbe. Et à la fin de l'année, je suis rentrée en Californie pour finir mon diplôme. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas rentrer. Et j'ai rêvé, à partir de ce moment-là, de revenir à Paris. Et je suis donc revenue après mes études, après ma maîtrise en Angleterre, à Oxford. J'ai trouvé un poste dans un journal qui s'appelait Afrique Défense. Je ne sais pas si ça existe encore. Et j'ai fait la version anglaise African Defense Journal. Donc mon premier poste, après graduate school, était dans le journalisme à Paris. Ensuite, j'ai travaillé à Paris comme associate producer pour l'émission 60 Minutes de CBS pendant plusieurs années, etc., etc. Et bon, j'abrège un peu. Je suis revenue à Paris 6 fois. Chaque fois que je suis partie, j'ai été malheureuse et j'avais le mal de pays et je suis revenue. La dernière fois, c'était en février 2013, après 4 ans pendant lesquels j'ai couvert le premier mandat d'Obama à Washington. Et j'ai lu ce matin le rapport d'Hélène Conway-Mouret sur le retour des Français expatriés. Et je compatis, mais totalement, avec les difficultés que les Français ont à revenir, parce que pour les étrangers avec une carte de séjour, c'est exactement la même chose, même pire, je dirais. Je vous raconte pas, j'avais une carte de séjour de 10 ans quand je suis partie. Elle s'est périmée pendant que j'étais à Washington. Quand je suis revenue, j'ai eu 7 rendez-vous à la préfecture de police. J'ai attrapé la crève en faisant la queue à 8 heures du matin sous la neige. Ils demandaient des photocopies sans cesse, des traductions, enfin tout ce que raconte Hélène dans son rapport. Je l'ai vécu, je suis témoin. Au bout de plusieurs mois et 7 rendez-vous, ils m'ont proposé une carte de séjour d'1 an. Enfin, c'était très décourageant. J'avais envie de repartir. Heureusement, l'association de la presse anglo-américaine avait un déjeuner avec Jean-Marc Ayrault, qui était Premier ministre à l'époque. Et je lui ai filé une petite lettre en lui racontant mes problèmes. Et Matignon m'a appelé le lendemain, m'ont dit « Ne vous inquiétez pas, madame, on vous arrange ça ». Donc, c'est pour ça que je suis encore là, que je suis là aujourd'hui. Mais on ne devrait pas être obligé de passer par des choses comme ça pour pouvoir vivre légalement en France, quoi. Enfin voilà. Il me reste encore 3 minutes. Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux raconter d'utile? C'est bien pour une journaliste de presse écrite qui fait la même chose qu'une journaliste de radio. C'est-à-dire que vous avez le sens du temps. Donc oui. Il vous reste maintenant moins de 3 minutes. Oui, d'accord. Vivre, s'expatrier, moi je crois que mon cas n'est pas, n'est pas typique des gens qui s'expatrient. Parce que pour moi, c'était vraiment une passion, apprendre le français, vivre en France. Ça relevait beaucoup plus du sentimental, que d'autres choses. C'était pas pour des raisons pratiques. Je ne suis pas venue en France pour faire fortune, pour lancer un business ou voilà. Mais j'aime vivre en France malgré les difficultés, malgré l'administration. J'ai couvert le choc de simplification quand le président Hollande l'a lancé en mars 2013, si mes souvenirs sont bons. Et je suis désolée de dire que je ne constate aucune amélioration jusqu'à présent. Je ne vois vraiment pas la différence. Voilà, je trouve que ce rapport est bien fondé, bienvenu, et je voudrais que ça s'applique aussi aux étrangers qui vivent en France. Merci Lara. À l'autre extrémité, c'est Didier François d'Europe 1. Votre expérience, Didier?
Laquelle, hein, parce que en fait, honnêtement, Multicarte. non, mais c'est pas ça. C'est que en fait, l'expatriation est quelque chose qui est assez profondément ancré dans la famille, puisque mes deux grands-pères étaient déjà expatriés après s'être engagés à 16 ans pour la Première Guerre mondiale. Mais comme c'était pas des familles très riches, c'est pour ça que tout à l'heure on disait qu'il y avait que les riches qui partaient avant, c'est pas vrai. La question de la mobilité s'est toujours posée dans les familles depuis très longtemps. Et dans un premier temps, la mobilité s'est faite des régions vers le centre de la France. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, ça peut se faire plus loin, parce que c'est plus facile. Donc mes parents sont connus au lycée à Madagascar. Moi, j'ai fait l'essentiel de mon primaire à l'étranger et la plupart de mon secondaire. Et je suis rentré faire, évidemment, en bon français de l'étranger. C'est en ça aussi que j'avais peut-être une petite différence avec les gens qui parlaient sur le truc de tout à l'heure. C'est que moi, je suis citoyen français du monde, mais de français. C'est pour ça que je faisais ça allers-retours. Et que quand on vit dans le monde à l'étranger, les gens vous le disent. C'est-à-dire que je ne suis pas, les citoyens du monde, ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. Quand on vit à l'étranger, on vient de quelque part. Et les gens vous disent d'où vous venez. D'où cette question de l'identité, qui est obligée de se poser de manière régulière. Parce qu'on vous dit, vous, que vous êtes français. À la limite, derrière, avec tout ce que les gens ont en tête de ce que représente un Français. Et après, à vous de vous mettre à la hauteur de ce qu'eux ont dans leur imaginaire. Mais donc voilà ce qu'on vit. Donc c'est pour ça que j'ai ces deux cultures, un Français de l'étranger, élevé en culture française. J'ai aussi eu cette chance de pouvoir revenir faire mes études en France, qui par ailleurs, pour tous ceux qui pensent qu'il y a un mercenariat possible du monde de l'étranger, sont gratuites. Et c'est vrai qu'effectivement, je peux être intéressant de par ma formation pour un certain nombre de pays qui, eux, quand on doit aller travailler là-bas, on doit prendre des prêts à la banque pour pouvoir, pour pouvoir commencer à travailler. Et c'est pas toujours simple après avoir de rembourser sa qualification pour un certain nombre de pays anglo-saxons, par exemple. Donc, encore une fois, la question, c'est comment est-ce qu'on saute d'un modèle à l'autre sans être totalement un mercenaire qui n'allons prendre ou grappiller quelque chose qui nous intéresse à titre individuel, et puis se remettre un petit peu au pot. Je pense que c'est comme ça qu'il faut se poser la question, si on veut la poser de manière honnête. Parce qu'on a des atouts, mais si le but du jeu c'est que prendre nos atouts et puis de détruire le système à terme pour que ceux qui restent derrière ils aient plus les atouts, justement, comme l'expliquaient d'ailleurs pas mal de gens, à l'étranger on vient chercher en France un certain nombre de compétences pour pouvoir les transmettre et puis après on les perd. Alors, en soi c'est pas un souci si on en construit d'autres, mais la question c'est comment on se donne les moyens de continuer à construire quelque chose qui fasse que pour le plus grand nombre après ça fonctionne. C'est une chose que je voulais dire depuis tout à l'heure, je m'excuse parce que ça m'agaçait un peu de temps en temps de voir uniquement l'aspect consumériste sur quels sont nos atouts, quels sont pas nos atouts. On a des atouts aussi parce qu'on a un système. C'est pareil, l'administration, moi je veux bien qu'on dise beaucoup de choses. Il y a des gros défauts sur l'administration française. Il n'y a pas que des problèmes d'administration française. Un des gros problèmes, par exemple, quand on parlait de la question des cautions, c'est des problèmes de banque qui n'ont rien à voir avec de l'administration, mais c'est un problème de quel enjeu, quel risque on accepte de prendre, comment on soutient nos gens, et c'est pas simplement un problème d'administration. L'administration, par ailleurs, pouvant avoir d'énormes défauts, je pourrais vous en raconter un plein, mais elle peut aussi avoir d'énormes qualités. Quand j'étais en otage en Syrie, pour ne pas le dire pendant 10 mois et demi, j'étais très content que l'administration française fasse tout ce qu'elle puisse faire pour nous sortir. Et mes parents étaient absolument ravis de voir par rapport aux parents de James Foley ou d'autres camarades, dont d'ailleurs ça s'est fini de manière beaucoup plus tragique, de voir qu'il y avait au Quai d'Orsay des gens qui s'occupaient d'eux et qui s'occupaient du fait que ça aille pas trop mal et qu'ils se portent bien. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Il faut arrêter toujours ou de se faire du bashing ou de... Voilà, donc... Et c'est pour ça que je dis encore une fois, je ne suis pas mercenaire. Je suis citoyen français dans le monde, mais je suis français. Et je sais ce que ça m'apporte et ce que j'y gagne. Et après, le problème, c'est justement, à partir du moment où on gagne quelque chose parce qu'on fait partie d'une collectivité, on doit remettre au pot. Parce que c'est ça la vie en collectivité. C'est pas que je prends. C'est aussi de temps en temps, je peux servir. Voilà. Donc c'est juste 2-3 petits trucs que je voulais dire comme ça, parce que par ailleurs, il se trouve que moi, effectivement, j'ai jamais vécu longtemps dans un même endroit. J'ai passé sur 30 ans, enfin ça fait même 30 ans que je fais de l'étranger. 25 ans que dans les zones de guerre, en moyenne 9 mois par an. Donc là aussi, je suis capable de voir la différence qu'il y a entre comment ça se passe dans un certain nombre de pays et ce que disait tout à l'heure, je crois, le sénateur, sur le manque de choses qu'il y a derrière. Quand on envoie des jeunes, oui, il y a une mondialisation, attention à quel prix, parce que les jeunes qui peuvent partir un certain nombre de temps sans sécurité sociale, sans retraite, etc., quand ils vont rentrer, la question, ça va pas être de savoir si l'administration va être compliquée pour eux ou pas. C'est qu'ils n'auront rien.
Parce que s'ils n'ont pas fait fortune, ils n'auront que dalle derrière. Notre système, il est différent. Donc il faut juste savoir sur où on va. Troisième truc, il y a un truc dont on ne parle pas trop beaucoup, c'est on exporte aussi un certain nombre de djihadistes. Je ne suis pas certain que ça soit une chance pour la France à long terme, mais ça c'est peut-être juste un autre débat sur l'expatriation sous une autre forme. Oui. Voilà. Didier, une question. Comment vous, en tant que journaliste et habitué bien sûr à vivre à l'étranger, comment voyez-vous le traitement de l'information concernant les expatriés? Souvent, c'est un peu diabolisé. Bon, c'est surtout que c'est pas traité fondamentalement. Enfin, c'est pas fondamentalement un souci de la presse française de s'occuper des expats. Bon, d'abord parce que ils lisent essentiellement sur Internet ou en écoutant RFI ou en regardant France 24 ou TV5. Mais c'est vrai que quand on est à l'étranger, enfin, il y a toujours cette fameuse blague. Vous avez appris le français sur RFI parce que c'était quand même un peu compliqué des fois pendant des années de pouvoir trouver la fréquence. Donc, honnêtement, c'est pas au centre des préoccupations des Français en général de savoir quels sont leurs expats à l'étranger. Et c'est un gros. Enfin, c'est pas un souci, c'est un souci quand on est à l'étranger et qu'on revient effectivement. Mais la société française regarde d'abord la société française et la vie quotidienne des Français au jour le jour. C'est ça qui les inquiète le plus. Et c'est pas Alors, il y a des grands élans de solidarité avec les 2,5 millions de Français quand ils sont à l'étranger. La preuve, c'est que maintenant, il y a même un souci dans la presse, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe à l'international, c'est particulièrement vrai dans les radios, on demande toujours les témoignages des Français en français sur comment les Français vivent là-bas, et on finit par oublier qu'à l'étranger, il y a vaguement des étrangers qui vivent. Donc il y a aussi ce problème-là. Mais voilà, que c'est pas que les halbardiers de la pièce, où on a des fois le Tchétchène, ou des fois le Palestinien, ou des fois le je ne sais trop quoi, mais que tout ça est traité de toute façon par le Français, voire par le journaliste français qui vient à la tribune se mettre en scène et qui dit combien c'est difficile d'être journaliste et qui oublie complètement que son boulot c'est de parler des autres. Donc voilà, mais bon après. Merci à vous, merci beaucoup Didier François. C'était Christian Roudot à côté de moi, ancien correspondant d'Inter à Londres et puis auteur d'un livre France, je t'aime, je te quitte. On n'est pas tellement d'accord sur le traitement de l'information des expats. Non, moi je suis rentré en France il y a bientôt 4 ans et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de traitement du phénomène de l'expatriation. On voit quand même beaucoup de unes de magazines. Souvent il y a le proverbial Boeing qui est en train de s'envoler avec la France qui se vide, la France qui va à volo. Souvent d'ailleurs il y a une lecture très idéologique de l'expatriation avec d'un côté la presse de droite, Valeurs Actuelles, Le Figaro, je mettrai Le Point aussi. Il y a une vision un peu catastrophiste, l'expatriation vue comme un révélateur de tous les problèmes, de tout ce qui tourne pas rond dans l'Hexagone. Et d'un autre côté, vous avez la presse de gauche, et c'est pour ça que je trouve qu'il faudrait sortir de cette vision assez idéologique de l'expatriation, la presse de gauche qui va caricaturer un petit peu les expatriés sous le profil le nanti, l'exilé fiscal. On voit tout le tohu-bohu qu'il y a pu y avoir par rapport à Gérard Depardieu, par rapport à Bernard Arnault. Et je trouve que c'est quelque part le miroir aussi du traitement de l'expatriation par la classe politique. Parce que quelque part, tout le monde dit c'est bien l'expatriation de façon un peu, on fait rayonner la France à travers le monde. Moi, j'en ai assez de cette, entre nous soit dit, cette expression tarte à la crème qu'on entend dans la bouche des ambassadeurs et puis parfois des ministres. Personne ne part pour faire rayonner la France avec une petite ampoule. Sinon, autrement, je ne sais plus comme disait l'autre, depuis le temps qu'on fait rayonner la France, la moitié de la planète ressemblerait à Fukushima. Les gens sont là pour vivre une expérience, une trajectoire individuelle. Ils partent parfois, c'est parce qu'effectivement il y a le sentiment de blocage et qu'on n'arrive pas à réussir certaines choses. On n'a pas d'emploi pour les jeunes, les salaires sont trop minces pour les plus âgés. Et puis, mais vous avez aussi de l'autre côté des gens qui partent tout simplement parce qu'ils ont envie de découvrir quelque chose de nouveau, de faire progresser leur carrière professionnelle. Et ça, c'est, comment dirais-je, un mixte. On peut à la fois aussi partir de façon négative parce qu'on sent que c'est un peu bloqué, mais aussi parce qu'on a cette envie de découvrir quelque chose de différent. Donc je pense que le phénomène de l'expatriation n'est pas absent. Moi, je peux vous dire, j'ai été 12 ans correspondant à Londres. Jamais, enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir vu même un seul débat sur l'expatriation en Angleterre comme révélateur d'un problème. Ça, c'est quelque chose qui me semble. Alors je ne sais pas, je n'ai pas d'autres éléments de référence que la Grande-Bretagne, mais c'est quelque chose qui me semble assez franco-français, ce débat qu'on a autour de l'expatriation et ce côté, mon Dieu, la France est en train de se vider. Il y a peut-être le côté mon Dieu, la France est en train de se vider. Il y a aussi le côté rayonnement. Voilà, on a deux parties de l'expatriation vue de France. Ça me fait penser à la visite de François Mitterrand quand il est allé rencontrer Margaret Thatcher et à la fin on lui dit qui voulez-vous voir? Il dit je voudrais voir des intellectuels.
Et les Anglais lui disent, on ne sait pas ce que c'est que des intellectuels. Vous voulez voir quoi? Des universitaires, des écrivains, des artistes? On ne sait pas ce que c'est. Nous, on a toujours tendance à avoir une certaine vision des choses. On met un peu notre cachet dessus en disant, voilà, expatrié, ça veut dire ça. On est dans le stéréotype. Le terme est d'ailleurs très connoté. Beaucoup de gens n'aiment pas ce terme expatrié ou préfèrent émigrer dans le sens où expat, ça fait vraiment, je veux dire, le langage est piégé. Ça fait un petit peu l'expatriation à papa, c'est-à-dire les techniciens du pétrole, les cow-boys de la finance, alors qu'il y a eu une massification de l'émigration, de l'expatriation, qui fait que maintenant on a tous les profils possibles et imaginables. Et donc voilà, il faudrait sortir de cette idée, de ce traitement un petit peu binaire de l'expatriation. Moi, je me souviens, c'est un peu la scène d'ouverture de mon livre « France, je t'aime, je te quitte ». C'est le candidat Nicolas Sarkozy qui va à Londres et qui a ce cri du cœur qui dit « Français de l'étranger, revenez ». Comme si voilà, ils étaient partis à Londres parce que ils étaient exilés, parce qu'ils fuyaient l'occupation. Je veux dire, c'est pas aussi dramatique que ça. Je me souviens aussi de Philippe Séguin qui disait plutôt des choses intelligentes, mais dans les années 90, parce qu'il voulait marquer un but contre le camp de Lionel Jospin qui était Premier ministre, il a dit on assiste là, en parlant de ces Français de l'étranger, enfin, ces jeunes Français qui allaient à Londres, à la 3e vague d'émigration après les Huguenots et après les aristocrates qui ont fui la terreur. Enfin, je veux dire, je pense qu'il faut revenir. C'est vraiment un débat qui me semble assez franco-français, qui est vu en des termes toujours assez dramatiques. Oui, moi j'ai eu souvenance d'être en reportage en Norvège durant les émeutes des banlieues. Il y a un petit peu de temps maintenant, et je prends l'ascenseur dans l'hôtel et des Norvégiens sont là et s'aperçoivent que je suis français. Ils me disent « Vous avez réussi à vous échapper ». James André pour France 24. Alors vous... comme Lara Marlowe, hein. Vous avez les deux cultures Mais en fait, qu'est-ce que vous en retirez de tout ça et savoir vous aussi votre vision pour France 24 de ces Français dits de l'étranger ou les exilés ou les expats. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part dans la culture française le fait qu'ancien pays colonial, on avait des Français qui partaient dans les colonies. Alors ils étaient soit nommés par l'administration, soit ils allaient développer un secteur économique et donc ceux-là partaient pour représenter la France, le rayonnement, ou pour faire fortune, mais quand ils revenaient des colonies. On n'est pas un peu resté aussi dans cette image? Bon, éventuellement, ça peut arriver. En fait, bon, moi, ce que j'avais envie de dire aussi depuis tout à l'heure, hein, c'est simplement que si on prend, par exemple, ma génération, on a effectivement beaucoup de gens qui partent par manque d'opportunités. Et c'est vrai que, par exemple, dans notre métier, moi, je croise de plus en plus de jeunes correspondants qui s'installent dans des pays, parce que bon, enfin, France 24 fait beaucoup d'Afrique, beaucoup de Moyen-Orient, beaucoup d'endroits un peu compliqués parfois. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes journalistes, par exemple en début de carrière, qui plutôt que de passer par des années de pige dans nos rédactions, d'attendre leur tour pour éventuellement pouvoir faire quelque chose, disent « Bon, ça va pas marcher, très bien. Je m'en vais en Guinée-Bissau, je serai le seul correspondant francophone en Guinée-Bissau ». Ce qui est très bien, et souvent, en matière de carrière, s'il n'y a pas un accident, parce que des accidents, on en a connu quelques-uns dans la profession, de jeunes qui sont partis, qui ont couvert un conflit, deux conflits, et qui au troisième, par manque de moyens, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir une bonne voiture, un fixeur, comme on les appelle dans notre métier professionnel, ont malheureusement... pas survécu à l'aventure, eh bien, c'est quand même quelque chose qui est un peu inquiétant. Et par ailleurs, ça c'est sur le retour, moi je vois beaucoup de correspondants qui ont fait ce genre de choix, et au moment de devoir revenir en France, quand on parlait du manque de valorisation de l'expérience, qui se trouvent dans une situation où ils ont été correspondants pendant 5 ans à Jérusalem, ils reviennent à la rédaction, ils disent « Bon, maintenant j'ai envie de rentrer », et là on lui dit « Eh bien écoute, on te propose un poste d'assistant d'édition ». Et là, le gars, il fait « Hein ?» Et évidemment, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment aussi, c'est-à-dire qu'au moment du retour, eh bien, on tombe un peu d'une sorte de piédestal. Et dans l'industrie, c'est un peu la même chose. Enfin, je pense qu'on a couvert ce genre de choses. Moi, je rencontre évidemment plein d'expatriés, alors qui ont été envoyés par une grosse boîte française. Alors ça rejoint un petit peu la question. Qu'on a oublié? Alors qu'on a oublié,
qui pendant quelques années ont vécu une vie confortable. Alors c'est vrai que ça c'est une autre chose quand on me dit les gens ne reviennent pas. C'est vrai aussi que le statut d'expatrié a changé. Moi, parmi mes amis qui sont allés dans l'industrie, j'en connais très peu à qui on a proposé un poste d'expatrié. On leur a dit, écoute, tu vas aller en Chine, ce sera un accélérateur pour ta carrière. Par contre, je vais te demander de démissionner et tu vas devenir salarié de la filiale. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est salarié de la filiale, on est oublié au retour, on n'arrive pas à rentrer. Et en plus, on a vécu des conditions de vie dans ces pays-là qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on peut avoir à Paris. C'est-à-dire quand vous avez vécu à Shanghai dans un 150 mètres carrés avec une vue de malade, que vous avez eu une nounou à domicile, que vous avez, etc., et qu'il faut rentrer à Paris, entre guillemets, avec un salaire de cadre parisien et habiter dans un 45 mètres carrés, c'est dur. Donc ça, c'est quand même un problème aussi qui est malgré tout bien réel. Et comme en plus, il n'y a plus le phénomène d'expatriation au sein de l'entreprise, eh bien au moment du retour, vous avez passé 3 ans à l'étranger, vous n'avez plus de contrat de travail français. Donc là, souvent, la boîte va vous dire bah, « merci, c'était génial. Salut !» Et ça, c'est un gros souci aussi. Enfin voilà, c'était juste par rapport à ce qu'on a dit avant. Après, par rapport à ce que vous disiez... Justement, l'image du français à l'étranger traité par la presse... Il faut se souvenir de la chanson de Pierre Perret, Tonton Cristobal. C'est un peu vu comme ça, l'expat. Bah, c'est vrai que nous, on en fait un des sujets, effectivement, sur les expats, puisqu'on est France 24. D'abord, on en rencontre pas mal. Alors, c'est vrai que souvent, on va mettre en valeur l'extraordinaire réussite de X, qui, effectivement, comme disait un intervenant tout à l'heure, avait un CAP de coiffure et est allé faire fortune. Moi-même, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques années maintenant, mais c'était à Londres, sur un jeune qui avait quitté son école d'hôtellerie et qui, faute de trouver quelque chose de vraiment intéressant en France, avait, mais par pur hasard, trouver un job pour servir les petits déjeuners dans un hôtel en Angleterre. Aujourd'hui, il est directeur de l'un de ces hôtels, puisqu'il avait effectivement, compétences françaises, il avait une bonne connaissance du cognac, et son patron était un passionné de cognac, et a commencé à lui demander d'aller en France acheter du cognac pour la chaîne d'hôtels de luxe en question. Et très rapidement, il a grimpé, et aujourd'hui, il est patron d'hôtel. Même chose, si vous voulez rentrer, ce sera un petit peu difficile. Mais ça, c'est pour un autre problème. C'est la différence de salaire qu'il peut y avoir entre l'Angleterre et la France. Et c'est vrai qu'on a... il gagne, je ne sais pas moi, 4 fois ce qu'il pourrait prétendre gagner pour une chaîne d'hôtels équivalente en France, en étant en Angleterre. Et c'est vrai que ça, c'est aussi, entre guillemets, un souci. Et voilà, maintenant... Et ce sera le dernier, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Ah non, on vous garde. C'est que par rapport à la France, justement, et à ce que disait d'ailleurs Didier François à l'instant, c'est vrai qu'en France, on a quand même un truc assez particulier. Parce que c'est vrai qu'à France 24, on voit beaucoup de gens qui vivent à l'étranger, et d'ailleurs beaucoup de correspondants qui s'installent, parce que nous, on leur demande, à France 24, ça fonctionne comme ça, qui montent leur société sur place. Eh bien, il y en a beaucoup qui choisissent de la monter en droit français, pour justement bénéficier d'une couverture sociale en rentrant. Et pour avoir été, parce que bon, deux mots sur mon histoire personnelle, je suis de mère anglaise, de père français. Dans la famille de mon père, ça fait 4 générations qu'on ne se marie pas avec la même nationalité. C'est un accident, c'est comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, je n'ai pas dérogé à la règle. Ma femme est à moitié égyptienne, à moitié hongroise. Passons. J'ai grandi en Auvergne et j'ai eu envie, effectivement, potentiellement de m'expatrier. Et c'est marrant parce que j'ai fait le tour du monde avec France 24 depuis 10 ans. Et quand j'ai commencé à faire ce tour du monde, je me suis dit, je vais essayer de trouver un endroit où je vais m'installer. Et comme dit la chanson, pour le coup, de... comment il s'appelle ça va me revenir. Ou alors vous avez dîné, vous savez, il fait et il est revenu retrouver son vieil arbre tordu au milieu. Bon, finalement, je suis resté ici, Francis Cabret. Et quand on regarde bien le système français, c'est un package en réalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder que le salaire. Et moi, je le vois avec des gens, par exemple, j'ai un copain qui s'est installé aux États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis, il lui a dit, je m'exige à moi-même, pour le coup, chef d'entreprise, d'avoir la même couverture maladie qu'en France. Pour lui, sa femme, ses 2 enfants, c'était $1 300 par mois pour avoir la même assurance. Donc, il faut quand même gagner pas mal d'argent. Donc, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Et parfois, moi, en tant que personne qui voyage beaucoup, je dis aux gens, mais vous ne vous rendez pas compte, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un dont l'oncle est malade, a une hanche cassée, mais on n'a pas les moyens de lui payer l'opération, donc il claudiquera pendant les 10 années à venir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, et on ne se rend pas compte du prix des interventions médicales. On ne se rend pas compte qu'aux États-Unis, ça a été dit aussi, ça coûte $300 000 de faire médecine. Mon frère a fait une grande école en France, ça a coûté à l'époque 1 250 francs de frais d'inscription par an. Tout ça, ce sont des chances, et à un moment donné, quand on prend le package global,
finalement, des fois, c'est plus intéressant de gagner un peu moins d'argent en France et d'avoir tous ces services associés, et je ne vous parle pas de l'Égypte, d'où vient ma femme, finalement d'avoir un gros salaire et aucun service associé, parce que le jour où il va y avoir un problème pour vous, à titre personnel, ça sera dur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci James. J'oubliais une chose à tous mes amis et confrères, consoeurs, bien sûr. Pardon, vous pouvez vous interrompre, hein, n'hésitez pas à sauter sur un micro et couper la parole. On est journaliste, donc il n'y a pas de souci. Mais je voulais poser justement la question par rapport à ce qu'a dit James. Christian Roudeau, correspondant à Londres, quand vous êtes revenu, on vous avait oublié? Très bonne question. Vous Merci. faites partie de Radio France. Oui, France Inter. Donc voilà, Vous en c'est avez un quelque autre chose à que côté de vous. oui, je garderai ça pour moi, si vous me permettez. Mais Non, mais on dira rien, nous. Hein. non, mais j'ai vécu, je trouve que ça a été très bien résumé, la vie de correspondant lorsqu'on rentre. Soit on est effectivement salarié de l'entreprise et on ne trouve pas forcément le job qu'on rêverait, soit on était freelance, je travaillais beaucoup pour Radio France, aussi pour Marianne, pour Arte. J'écrivais des bouquins, donc j'étais multicarte. Et Dieu merci pour moi, j'ai réussi à rebondir. Mais la grande maison ronde, effectivement, m'a claqué la porte au nez. Je vois pas comment je peux dire les choses comme ça. Mais je suis pas vraiment là pour parler de moi, si ce n'est pour dire que cette situation, enfin, ça a été beaucoup dit, donc je vais pas le répéter, mais je crois que il y a un choc du retour qui est incontestable. Et là, je salue l'effort de Madame la sénatrice, parce que je crois que c'est important de mettre on en a déjà discuté, de mettre le projecteur là-dessus, parce que pour moi, c'est un formidable gâchis. Non pas que les ex-expats, les impatriés seraient plus intelligents que d'autres, mais quelque part, ils ont une expérience qu'ils peuvent faire partager. Elle est différente. Dans le monde où on est dans un monde ouvert maintenant, c'est trop dommage qu'on se prive de ces gens qui ont eu cette expérience. Encore une fois, ce ne sont pas des Tocqueville et parfois aussi, il faut le dire, on ne le dit pas assez, parfois il y a aussi un complexe de supériorité de l'expat qui aussi, ça ne facilite pas le dialogue avec ceux qui sont restés, le dialogue entre la France de l'intérieur et la France de l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils se donnent un peu l'impression qu'ils ont tout vu, tout entendu et tout compris, et que quelque part, ceux qui sont restés sont comme des pecnos qui, voilà, on va t'apprendre le monde. Et ça, voilà, moi, dans mon bouquin, c'était un peu l'idée, je ne crois pas y avoir vraiment réussi, malheureusement, si j'en vois par les chiffres de vente de mon bouquin, mais l'idée, c'était essayer de renouer, si ça a bien marché auprès des expats, mais ça n'a pas marché auprès des gens que je visais quelque part, qui étaient les Français ici, leur dire, voilà, il y a des gens qui voient notre bel hexagone sous un angle différent, leur regard est intéressant, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est bien de le prendre en compte. Et ça, bon, ça n'a pas vraiment passé, malheureusement. Merci à vous, Christian Roudeau. Emmanuel Langlois, France Info. Alors vous, c'est votre spécialité, hein, les expats. Ouais, à la vous fois traitez ici. ça comment? Parce que là, on parle du traitement journalistique de l'expat. C'est soit le traître, soit tonton Cristobal, soit celui qui va faire fortune, soit celui qui nous lâche, soit celle qui... Enfin, ça se passe comment avec vous? Moi, je fais des portraits. Alors, c'est vrai que je crois que c'est Didier qui disait ça. On mélange un peu tout dans les expatriés, entre ceux qui sont partis pour les mauvaises raisons, ceux qui sont partis avec leur société, ceux qui vont créer une boîte, ceux qui ont des idées géniales, qui sont innovants. Donc moi, j'essaie de reprendre tous les dimanches. C'est une chronique de 2 minutes, hein, qui est assez courte, hein, finalement, de reprendre une aventure particulière, personnelle d'un expat, d'une expatriée. Et donc le traitement chez nous, il y a cette rubrique qui revient donc tous les dimanches. Et pour le reste, c'est un peu la même chose que disait Didier, c'est-à-dire que moi, on vient me chercher quand il y a une catastrophe quelque part, quand il y a un tremblement de terre. On m'appelle, on me dit tiens, t'aurais pas un Français là-bas, quand il y a des incendies en Californie, quand il y a voilà. Bon, c'est du témoignage, mais bon, alors au début, j'ouvrais un peu le carnet d'adresse, puis maintenant, il m'appelle un peu moins parce que je suis moins réactif aussi, mais voilà, nous, le traitement, il est par rapport à ça. Après, sur le côté, effectivement, bashing, il y a des personnes emblématiques, on parlait de Depardieu, qui sont vraiment partis pour je dirais, des mauvaises raisons. Et à côté de ça, c'est vrai que j'ai l'impression que depuis quelques années, on met en valeur des réussites dans les magazines. S'il y a des longs articles, là, il y a un Français en Californie, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était dans Le Point, justement, parce que tu en parlais. Voilà, on met peut-être en valeur des choses qui ont marché. Et je trouve que tous ces Français, ils font preuve quand même de pas mal d'innovation. Et j'étais la semaine dernière à Singapour pour en rencontrer quelques-uns. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que le climat des affaires, entre guillemets, là-bas, bon, c'est sûr que c'est une ville un peu particulière, mais fait que j'en ai rencontré
rencontré plusieurs qui sont arrivés en tant qu'expatriés avec tout le package, l'école des enfants, la voiture, le chauffeur, la nounou. Et aujourd'hui, au moment de choisir un peu, c'est-à-dire les entreprises ramènent chez eux ces expatriés-là où les contrats disparaissent, les postes disparaissent tout simplement. Je me rappelle de quelqu'un qui était chargé du sourcing chez Bouygues. Et ces gens-là, il y en a une partie qui reste et qui crée leur boîte. Et alors, au début, ils ont créé leur petite boîte en parallèle. Alors, ça peut être une galerie de peinture, ça peut être un restaurant, ça peut être des petites choses comme ça. Et quand on discute avec eux, ils vous expliquent qu'ils n'auraient jamais fait ça en France, qu'il manquait un espèce d'élan. Alors, je ne veux même pas parler de la bureaucratie, l'administration et tout ça, mais il y a un souffle, il y a quelque chose qu'ils ont trouvé. Alors, c'est vrai dans tous les pays anglo-saxons, c'est vrai en particulier en Asie. Il y a je me rappelle de quelqu'un. Il y a un mouvement. Ouais, on parle d'anecdotes, j'en donne juste qu'une parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est un type qui bossait chez Disney en Floride, qui avait une formation un peu commerce, choses comme ça. Je crois qu'il bossait pour la Ligue, enfin quelque chose dans le luxe, hein, français. Il s'occupait de ce pavillon-là et ce type est allé. Alors c'était, je sais plus si c'est au Nicaragua ou Costa Rica, enfin bref, Amérique centrale ou Amérique du Sud. Et il a eu l'idée de monter un restaurant de crêpes. Parce qu'il s'est dit tout simplement, c'est quelqu'un dont on a pas mal entendu parler. Il s'est dit, moi, j'en ai pas trouvé de restaurant de crêpes quand je suis allé là-bas, et puis j'avais envie d'en manger. J'ai trouvé des pizzas, des restos. Et ce gars n'avait jamais fait de crêpes de sa vie, donc il est revenu en Bretagne, la seule école de maître crêpier qui est à Dole de Bretagne ou quelque chose comme ça. Il a appris, il a bossé, donc il s'est vraiment donné les moyens. Et c'est un type aujourd'hui qui fait toutes les soirées au Venezuela, voilà, maintenant ça me revient, à Caracas, et qui fait toutes les soirées chic, puisque c'est très très chic d'avoir un Français qui vient faire ses crêpes devant le public, que ce soit chez les ambassadeurs, chez les grands capitaines d'industrie, et choses comme ça. Et voilà un exemple de... Peut-être que le fait d'être parti à l'étranger, de s'être trouvé finalement dans un environnement où on n'était pas confortable, comme on l'est dans son pays de naissance, de culture et tout ça, il s'est dit, tiens, j'ai une idée et je vais aller au bout de ce truc-là parce que voilà, du coup, on a besoin d'avoir des idées quand on est dans un pays, peut-être pas hostile, mais en tout cas un pays où il faut apprendre à connaître l'autre, il faut apprendre la culture de l'autre, les us et coutumes. Et du coup, je pense qu'on a des idées où il n'y aurait pas de suite en France. Et là ça germe et ça fonctionne, quoi. Je pense qu'il y a ce côté osé, quoi. Merci Emmanuel. Moi, oui. On a le droit d'interrompre en plus. Ah oui, on peut. J'avais fini. Non, au contraire, mais moi j'écoute ton émission et il se trouve que le week-end, RFI est un des seuls endroits où on peut avoir des informations sur l'Afrique et France Info. Mais par exemple, où il y a aussi des choses, on voit ces expériences-là qui sont mises en place, mais ce qui n'est pas le cas par exemple, moi sur mon antenne, on traite très peu des. Mais ce qui m'intéresse toujours, quand tu vois les profils de chacun. Il y a des profils extrêmement différents. C'est pas du tout la même chose entre un jeune d'origine maghrébine française qui voit un peu l'avenir boucher, qui essaye Dubaï, ou justement un jeune de CAP qui va aller essayer d'ouvrir un truc un peu plus sexy du côté de l'Australie, ou le cadre d'une boîte. Il y a que des profils différents. En revanche, tous ont fait un truc. Ils ont eu suffisamment de patates pour se dire « Ah merde, je saute le pas ». Ouais, c'est ça, voilà. Et donc à partir de là, après, on peut penser, penser que derrière, de toute façon, on est sur une population où quelqu'un à un moment face à un obstacle. Il y a le petit pourcentage de gens qui disent nous c'est terrible, on veut pas le vivre parce qu'ils y ont été un peu forcés. Mais dans l'ensemble, sur les 2,5 millions qu'on va avoir plus ou moins. On a des gens qui, de toute façon, ont décidé de franchir le pas à un moment donné face à une difficulté. Et donc, je pense que le seul truc en commun qu'ils ont, c'est ça. Et le truc intéressant qu'il y a, c'est ça. C'est ça qui va donner, justement, Alors, les crêpes françaises et bretonnes au Nicaragua, je ne sais pas comment ça donne. Las crepes de Francia et de la Bretagne. Ouais, ça s'appelait c'est vraiment exotique. Ça s'appelait O quelque chose, le resto. Ouais. Je pourrais te retrouver ça. Ouais. D'accord. Hervé Hérault, avec HE, qu'on ne se trompe pas en pensant que parce qu'il s'appelle Hérault, bien sûr, il est devenu journaliste, parce que ceci, parce que cela. Là aussi, il y a des légendes. Hein. Hervé Hérault, c'est le petitjournal.com, le petit journal des Français de l'étranger. Alors, on traite comment le Français de l'étranger dans le petitjournal.com ? En fait, moi, j'ai été expatrié au Mexique pendant 7 ans, puis 6 ans en Thaïlande. Et en fait, quand je suis parti, j'ai suivi ma femme qui a été expatriée dans le cadre d'une grande entreprise. Et j'étais journaliste de formation. J'ai fait le CFPJ, j'ai travaillé dans différents journaux. Et quand je suis arrivé au Mexique, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et je trouve que j'ai rejoint un peu ce que vous disiez. C'est-à-dire que ce que ça apprend l'expatriation, c'est à s'adapter et à faire d'autres choses. Et finalement, je me suis reconverti. J'ai commencé à créer des sites internet. Et puis, en voyant comment vivait la communauté française à Mexico,
je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de médias, c'est-à-dire que les Français du Mexique n'avaient pas de médias qui leur étaient destinés. Alors évidemment, c'était en 2000, donc l'internet était beaucoup moins développé qu'il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut écouter la radio, la télé en streaming, en direct, mais de toute façon, l'idée c'était de se dire que chaque institution, chaque association éditait son propre bulletin, puisqu'elle n'avait pas une vocation autre de médias, et donc ça se informer ses membres, mais qu'il n'y avait rien de transversal et qu'il n'y avait pas l'équivalent de ce qu'on pouvait avoir, par exemple, le 20 minutes qu'on avait dans le métro le matin. Et que quand on vit à Mexico, dans une ville de 25 millions d'habitants, qu'on parle pas très bien la langue, même si l'espagnol c'est pas très difficile, eh bien, finalement, on a une grosse perte d'informations, on se sent un petit peu perdu, et que ça serait utile, d'avoir au quotidien, et que la technologie Internet le permettait, mais d'avoir au quotidien des informations sur ce qui se passe dans le pays, dans la ville où on vit, ce qui se passe au sein de la communauté française et des informations pratiques. Et puis également de maintenir le lien avec la France et de s'informer sur les thématiques de l'expatriation. Donc en fait, ce qu'on a défini, nous, c'est notre cible de lectorat et on s'adresse aux Français de l'étranger, donc depuis maintenant bientôt 15 ans, puisque c'est en janvier de l'année prochaine qu'on fêtera nos 15 ans. On a plus de 500 000 lecteurs, on est présent dans 50 villes et partout, on rencontre, je crois, ce succès parce qu'on donne de l'information de proximité et on est vraiment au service de nos lecteurs. On essaie vraiment d'être le plus proche possible de nos lecteurs et on le voit, ils sont divers et ils ont des problématiques et ce ne sont pas toujours finalement les profils types qu'on va rencontrer ou qu'on va retrouver dans certains cercles, mais c'est beaucoup plus vaste, beaucoup au-delà. Et je trouve que l'étude, ce qu'elle montrait également ce matin, c'est que ce panorama qu'on pouvait peut-être imaginer, et en tous les cas qui sort là avec cette étude au grand jour, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans tout un tas de pays, dans tout un tas donc d'activités différentes, de situations très diverses, et qui sont un petit peu hors du spectre, puisque faut le rappeler, on ne peut pas les recenser, ils sont pas tous immatriculés, même si l'administration a fait de gros efforts, puisque maintenant, chaque fois que vous faites un acte dans un consulat, je ne crois pas dire d'erreur, on vous immatricule. Donc, et ça, c'est évidemment une très bonne chose, mais il reste beaucoup de gens qui sont finalement hors de la surface, surtout qu'on se rend compte qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui partent avec leur sac à dos, des retraités qui s'en vont. Donc, tous ces gens-là, c'est important pour eux qu'ils aient accès à l'information. Donc, Internet le permet. Le petit journal, j'espère et je le crois, en est un des acteurs. Les autres médias, à travers, par exemple, la chronique d'Emmanuel Langlois, d'autres émissions, tous participent également à ce type d'information. Les pouvoirs publics, je pense que pendant longtemps, il y a eu le forum de la Maison des Français de l'étranger. C'est peut-être un petit peu dommage qu'il n'existe plus. En revanche, sur les réseaux sociaux, il y a maintenant Pégase, qui me semble être quelque chose d'assez intéressant pour rester en contact. Et puis, je dirais qu'on vit dans un monde de réseaux et les Français eux-mêmes ouvrent des groupes Facebook, échangent sur Twitter, créent des forums LinkedIn. Donc, cette diffusion d'informations, elle est vraiment, pour moi, elle est vraiment essentielle pour maintenir le lien. Parce que si on veut parler de citoyenneté, si on veut parler de conserver la langue, on est en train de se rendre compte que ces gens-là, ils reviendront pas forcément, qui font leur vie sur place, qui sont là pour longtemps. Donc, soit on se dit, voilà, ils sont partis, ils sont encore français, leurs enfants sont peut-être encore français, mais alors leurs petits-enfants, on n'en parle même pas. Soit on se dit, c'est une chance pour nous, c'est un atout pour la France, comme je le crois également, et eh bien, il va falloir continuer à garder le lien avec eux, à les informer, à leur donner également évidemment des services, mais aussi de pouvoir les informer sur les services auxquels ils peuvent prétendre. Didier François, Emmanuel, Didier François, Emmanuel, et après j'ai une autre question pour tout le monde. Le phénomène partir, alors le phénomène partir, c'est Erasmus, ce sont les étudiants, ou alors ce sont les accords franco quelque chose, on peut étudier. Ce sont les expats, donc ceux qui vont travailler ou qui sont nommés, qui sont appelés. Puis il y a le troisième phénomène, comment est-il vu celui-là, sont les retraités, qui disent, moi maintenant, ras-le-bol de la pluie, etc., je vais au soleil. Tu connais mieux que moi, vas-y. Non, moi, c'est traité comme un fait de société chez nous. C'est-à-dire que effectivement, les retraités. C'est vu comment au niveau du tissu national? Là, c'est pas des traites, c'est pas. Il y a des gens qui prennent leur retraite. Il y en a qui vont prendre leur retraite. Il y a tout, parce qu'il y a des il y a de tout aussi. Et puis il y a tous les pays. On parle pas que du travail. Il n'y a pas que le travail. Il y a aussi le bonheur de ne plus travailler.
Je crois que c'est un phénomène super. Oui, c'est quelque chose. Attendez, 2 minutes. C'est pas une caricature. Il y a des Français. Non, attendez. Je pose une question, à savoir comment sont vus les retraités qui vont acheter au Portugal, qui vont acheter en Italie, en Grèce, en Espagne et qui s'installent pour leur retraite. C'est une question. Mais il y a des gens qui veulent tous les cas, tout simplement. Encore une fois, c'est comme tout le reste. On peut caricaturer en mettant que un truc. C'est vrai que la presse aime beaucoup caricaturer. C'est un peu pour ça qu'on nous paye. Mais je comprends bien la critique générale. Mais la réalité, c'est que c'est varié. Et vous le savez très bien. Et qu'il y a tout, il y a des gens qui font leurs calculs de base, qui se disent avec temps, je vivrai mieux à tel endroit, exactement. etc. Portugal, par exemple. Mais c'est pas, voilà, mais encore une fois, c'est comme dans l'expatriation. Si on veut tout généraliser ici, on dirait que des conneries tous. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à chaque fois, ce sont des démarches individuelles. Ouais, et la vraie question qui se pose pour nous, enfin en tout cas, moi, c'est pour ça que je ne suis pas sur la question de savoir les unes, ils partent pas. Pour moi, c'est pas des journalistes, c'est des éditorialistes. Moi, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'aller voir ce qui se passe. Donc, c'est d'aller voir comment les gens individuellement font leur parcours. Qu'est-ce qui les motive ? 2, quels sont leurs obstacles ou quels sont leurs succès ? Et à partir de là, voir comment on peut l'expliquer aux autres. C'est ça mon métier de journaliste. Le reste, honnêtement, les débats sur savoir que le sexe des gens m'intéressent pas. C'est pas pour ça que j'ai fait ce métier. Donc c'est pour ça que moi je le traite pas, parce que c'est pas à mon niveau. Après savoir si faire de la politique autour, on peut en faire 20 fois, mais c'est pas mon métier. Donc il y a des gens qui font ça, mais de la même manière qu'il y a des Anglais qui viennent s'installer en France de temps en temps parce que c'est plus intéressant pour la médecine. Est-ce que tous les Anglais font ça ? Non, largement pas, ça reste toujours une minorité. Mais bon, de la même manière que moi je préférais aller m'acheter une maison dans le Var pour ma retraite parce qu'il fait meilleur là-bas. Mais voilà, après c'est mon cas individuel, chacun vit sa vie comme il veut. Mais ça m'empêchera pas justement d'aller chercher RFI ou d'autres trucs, parce que comme j'ai vécu toute ma vie à l'étranger, rester simplement sur ma petite presqu'île me poserait un souci. Donc je pense qu'après chacun cherche des solutions individuelles. Ouais. Emmanuel, je crois que le Portugal est un bon exemple parce que justement j'ai eu quelqu'un de l'UFE récemment pour un sujet là-dessus. Les chiffres que j'ai gardés en tête, c'est très simple. 7000 Français qui se sont installés l'an dernier, ils attendent 20 000 cette année. Alors c'est complètement artificiel, c'est parce qu'il y a des mesures incitatives du gouvernement qui d'ailleurs vont être maintenues puisqu'ils seront passés, qui font que voilà, il n'y a pas d'impôts, tout ça. Enfin, il y a plein de facilités. Après les écueils, quand vous avez les gens sur place, ils vous expliquent quoi. C'est-à-dire que vous avez des retraités qui débarquent juste en voyant une promo, une pub, une page en vous disant vous achetez votre maison, un flyer sur le pare-brise. Voilà, rien à la culture, rien à la langue, et voilà, ils se retrouvent effectivement là. On va peut-être avoir le phénomène de ghetto où les gens vont finalement, dans un instinct de survie ultime, se regrouper au même quartier, et là, ça fonctionne moins bien, quoi. Et je pense que c'est vrai aussi ce qui peut se passer au Maroc. C'est vrai, il y a eu ce phénomène-là. On voit ça en Grèce aussi, à Rethymno, non ouais, puis on peut parler du Costa Rica. Enfin, il y a Prends un micro. À Biot. Si on prend Biot, par exemple, on voit bien qu'il y avait beaucoup d'Anglais qui s'étaient installés là. Donc on trouve ces phénomènes partout. C'est pas. Juste pour aller dans le sens de Didier, enfin moi c'était le sens de mon intervention, de dire que voilà, c'est des démarches individuelles et moi je me méfie toujours de ces discours globalisants, de même que c'est une globalisante, de même que les titres barrez-vous ou rejoins-nous Léon, ou je sais plus, reviens Léon, ou le revenez de Sarkozy, parce que c'est des démarches individuelles. Et moi, parfois on m'a demandé, quand j'ai été interviewé pour mon bouquin, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ? J'ai dit, moi j'ai aucun conseil à donner, si ce n'est que peut-être, si le petit conseil que je donnerais à un jeune qui veut partir, effectivement, faire attention quand même, pas sauter sans filet, mais c'est que la réalité, c'est que ce sera toujours une expérience positive, même si ça se passe mal et qu'on revient la queue entre les jambes, au moins on aura découvert son propre pays. C'est un peu comme un détour un détour géographique et psychologique. On revient et on se dit, finalement, mon pays dont je dis pique-pendre, parce que le French bashing, c'est quand même les Français qui le font le mieux. Et donc ils reviennent et ils se disent, finalement, on a des services publics qui fonctionnent pas si mal, le système de santé, c'est un pays de culture, c'est un pays qui aime débattre, on sait qu'on se réalise dans le conflit, mais si vous êtes en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, désolé, mais souvent on va parler du baseball et on va éviter les sujets qui fâchent, qui sont la politique. Ou du cricket. Il y a des choses qu'on redécouvre à la faveur. Moi j'ai été 12 ans, c'est de l'autre côté de la Manche, mais malgré tout c'est vraiment très exotique l'Angleterre, et je revoyais les choses sous un autre angle. Et donc voilà, je pense que même si on se plante quand on est jeune, il faut faire attention de ne pas trop se planter quand même et que ce ne soit pas dangereux comme vous le disiez, mais je pense qu'au final on en ressort quelque part plus armé et on voit les choses sous un autre angle. Bon, ce qui est triste aussi, c'est un peu ce discours qu'on a maintenant de la doxa. Il faut que ce soit actif, il faut que ce soit dynamique. Si c'est pas actif, si c'est pas dynamique, c'est pas bien. Mais il n'y a pas que l'actif et le dynamique dans la vie. Il y a autre chose.
Exactement. Une question générale pour tous, on va aller vite et d'après passer la parole à la salle. Une question générale, d'après vous, vous êtes tous, d'une façon ou d'une autre, vous voyez l'expatriation, les Français qui partent, qui reviennent, etc. Aujourd'hui, la France, est-ce qu'elle s'ouvre, je parle du tissu national, est-ce qu'elle s'ouvre au départ ou est-ce qu'elle se referme? Alors si vous ne savez pas, vous ne dites pas. Bonne question. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que je crois que les départs, pour des raisons, j'allais dire, de morosité, de sinistrose un peu ambiante ici, se sont améliorés. Augmentés, pardon. Moi, les gens que j'ai vus en Asie, justement, puisque c'est le dernier exemple que j'ai en date, il y en a beaucoup qui sont partis parce que voilà, ils n'y arrivaient pas en France, il n'y avait pas la bonne ambiance. Et encore une fois, je ne parle pas que de l'administration stricto sensus, les impôts, les machins, les trucs, c'est l'ambiance générale. Donc ça, j'ai l'impression que ça a augmenté. Moi, ça fait bientôt 15 ans que je fais cette chronique. Et au début, c'était pas ça les raisons. Enfin, on me le citait très peu dans les années 2000. Je me rappelle de quelqu'un qui était parti aussi, d'ailleurs, qui a super bien réussi aux États-Unis dans les travaux publics, qui était parti parce qu'il n'en pouvait plus de se faire flasher avec les radars. Il avait plus de points sur son permis. Le gars était parti, il a fait une carrière brillante. Il a passé un diplôme d'ingénieur alors qu'il était simple technicien ici, et maintenant il parcourt le monde pour réparer les engins miniers. Donc super expérience, et le mec est parti pour ça. Et aujourd'hui, on me dit plus dans les gens que je rencontre, on pouvait pas y arriver en France, ça aurait pas été, voilà, la phrase qui revient souvent, ça aurait été impossible en France. Oui. Merci Emmanuel. Lara, bientôt on aura des radars pour les mégots, hein, parce que 64 €. On rêve un peu. J'aimerais savoir si quelqu'un a une idée. Proportionnellement, je pense que 2,5 millions, enfin c'est l'estimation qu'on a, sur 66 millions, je crois que c'est assez peu. À mon avis, le nombre de Britanniques, d'Américains, de Sud-Américains, enfin, dans les autres pays. L'Europe du Nord, les Allemands, les Hollandais. Je sais qu'en Irlande, par exemple, où j'ai une maison où j'ai beaucoup d'attaches, c'est beaucoup plus proportionnellement. Je pense que les Français sont un peuple qui s'expatrie pas très facilement. Je me souviens, j'avais une prof à la fac qui disait que les Britanniques avaient été de très bons colonisateurs parce que partout où ils allaient, ils amenaient leurs théières, leurs petits meubles, leurs livres, etc. Et ils en faisaient un petit bout d'Angleterre. Alors que les Français, partout où ils allaient, ils cherchaient la France, ils ne la trouvaient pas, ils étaient malheureux, ils rentraient chez eux. Et je crois qu'il y a du vrai là-dedans. Les Allemands ont une expression vivre heureux comme Dieu en France. Oui. Et c'est vrai qu'on vit très très bien dans ce pays. Mais paradoxalement, maintenant, les cas que je connais autour de moi, je connais un couple âgé qui est parti à Londres à cause des impôts, un banquier avec une épouse et 4 enfants qui est parti à Bruxelles également à cause des impôts, une jeune Française qui très douée, très intelligente, qui est partie à Shanghai pour les opportunités. Donc je trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'impression que j'ai, c'est que ça augmente, les gens qui partent à cause de manque d'opportunités en France. Ils ne savent pas les créer non plus. Enfin, ils n'osent pas aller au bout d'une idée. Non, mais le système est lourd. Le système est lourd. Il faut vraiment essayer d'alléger les choses. Voilà. Merci Lara. James ? Non, je voulais juste dire. On terminera avec Hervé. Simplement, à France 24, on a quand même une particularité, c'est qu'on a des gens d'une quarantaine de nationalités, parce que vous savez sans doute qu'on a une chaîne anglophone et une chaîne arabophone. Et c'est vrai qu'en ce moment, d'ailleurs, c'est amusant, parce que France 24 a été créée pour le coup, faire rayonner la France. Désolé, mais c'est un peu vrai. Voilà, et comme un outil d'influence internationale, et que, en réalité, aujourd'hui, on a une multiplication des chaînes d'information internationales sur le marché, et que chez France 24, quand il s'agit de débaucher des anglophones ou des arabophones, c'est pas la télé française qui vient les chercher. Hein. C'est, par exemple, la dernière attaque en date, si j'ose dire, c'est la TRT, c'est les Turcs qui montent une chaîne d'information internationale. Ils sont d'ailleurs en phase de pilote. Et ces gens-là ont un gros budget. C'est-à-dire qu'ils arrivent en proposant des salaires de 250 000 $ par an, 300 000 $ par an. Oui, pour des journalistes seniors. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne constate pas... C'est bon à savoir. Oui, c'est... S'il y a des gens qui aiment Istanbul, c'est une très belle ville. Mais quand même, moi qui suis dans cette maison depuis son lancement, depuis 9 ans, je constate notamment chez les anglophones qui ont des opportunités. Hein. C'est les chaînes américaines, pareil, hein, pour le coup, payent bien mieux que les chaînes françaises, si on veut les parler. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le même système non plus. Mais
les gens restent quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anglos, notamment sur la chaîne anglophone, qui restent parce qu'ils sont bien en fait en France, qu'ils adorent la qualité de vie française et qui ne cherchent pas forcément à partir gagner une fortune chez CNN ou ABC, alors qu'ils ont le CV pour le faire. Mais ils ont tendance quand même à rester par goût de Paris, de ces restaurants, de ces cafés, etc., etc. Merci James. On va terminer avec Hervé. Oui, écoutez, juste peut-être une petite anecdote, parce qu'effectivement, on a parlé de bashing, et c'était quelque chose qui moi, me dérange et que je partage pas, et je pense que c'est quelque chose contre laquelle il faut lutter, y compris évidemment chez les expatriés. Et donc, après 13 ans de vie à l'étranger, on a fait le choix de rentrer en France. C'était un souhait familial, un souhait professionnel, autant pour ma femme que pour moi. Et donc quand on a évoqué ça à certains amis, certaines connaissances sur Bangkok, certaines réactions c'était « Mais tu rentres en France ?» Je dis oui, en France. Enfin, il y a des millions de gens, des centaines de millions de gens qui voudraient vivre en France. Donc, je pense que, et d'ailleurs, ça fait maintenant 4 ans que j'y suis rentré et j'y suis très heureux. Donc, effectivement, chacun doit voir midi à sa porte. C'est des projets personnels et je crois que l'important, c'est d'avancer, de se challenger et l'expatriation dans une période de sa vie peut être un parcours extraordinaire parce que ça développe ses facultés d'adaptation. Ça permet vraiment de s'enrichir culturellement, linguistiquement, et puis surtout ça permet aussi d'avoir un autre regard. Et à nous maintenant de faire en sorte également que tous ces parcours d'expatriés soient valorisés et pris en compte en France. Merci. Il nous reste 4 minutes, peut-être 1 ou 2 questions de la salle. Madame 2. Voilà, 1, 2, c'est fait. Alors, je suis Corinne Manchou de RFI et j'anime une émission sur les Français de l'étranger qui s'appelle Vivre ailleurs, donc qui est consacrée à tous ceux qui vivent ailleurs que dans leur pays d'origine, et bien sûr y compris les Français. Alors, à RFI, nous avons une longue tradition de traitement de l'information relative aux Français de l'étranger. D'abord parce que la radio a été créée, tournée vers l'étranger, donc un peu comme France 24 aujourd'hui, qui est la maison sœur, et TV5. Donc tous les Français vivant à l'étranger qui veulent avoir de l'information sur la France ont tendance à aller sur RFI, TV5 ou France 24. Il y en a d'autres aujourd'hui. Ça fait que pendant longtemps, on parlait très très peu dans les autres médias des Français de l'étranger. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus parce que la mondialisation oblige, il y en a de plus en plus, même dans les médias de province, il y a des chroniques ou des émissions consacrées aux Français de l'étranger. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je retrouve beaucoup de choses que je vis dans le traitement, dans ce que je fais. Je fais des portraits. On est passé de l'actualité du traitement de l'exclusivement institutionnel au portrait exclusivement. Aujourd'hui, j'essaye de faire les deux. Et j'essaye aussi d'anticiper. C'est-à-dire, par exemple, je dis, à la faveur d'une actualité, on se dit, bon, comment les Français le vivent là-bas, mais aussi, c'est l'occasion de dire, si vous voulez aller dans ce pays-là, voilà les conditions qu'il faut remplir pour créer son emploi, voilà les conditions qu'il faut remplir pour trouver du travail, créer son entreprise, ou simplement avoir une carte de séjour. Ce que beaucoup ne savent pas. Et les jeunes, en général, quand ils écoutent, ils se disent, tiens, je préfère aller plutôt par là. Et aussi, on fait beaucoup de quelles sont les opportunités, quels sont les secteurs porteurs. Pour ceux qui veulent aller travailler dans tel pays, voilà les secteurs où il faut postuler. Parce que beaucoup, aujourd'hui, ne le font pas. Et il y a de plus en plus de jeunes qui partent, et de moins jeunes, des retraités, on a vu. Montrez aux gens ce que vous gagnez, le coût de la vie, si vous êtes retraité, que si vous avez 1 000 € de retraite, dans ce pays, vous vivrez mieux que dans tel autre. Ça, c'est le plus que RFI essaye d'apporter aujourd'hui, maintenant que pratiquement tout le monde parle de l'expatriation. Et c'est très bien. Mais en même temps, je veux dire, parler de l'expatriation, de partir de France comme si c'était un lâchage, entre guillemets, on ne part pas. Et on n'incite pas les gens à partir parce qu'en France, on se sent mal. Bien sûr, on en a parlé depuis ce matin. On part parce qu'on n'a pas d'opportunité de travail. On part parce qu'on a des problèmes, parce qu'on paye trop d'impôts, tout ça. Mais on peut aussi simplement partir parce qu'on a envie d'aller voir ailleurs pour un temps. Pour un temps. Et peut-être ce temps-là peut durer longtemps.
Bon, ben voilà, je voulais juste dire ça. Merci. Voilà. 2 minutes. RFI, on peut l'écouter à Paris. Alors, le nom de ta chronique, l'heure, le passage, s'il te plaît. Alors, c'est samedi et dimanche, 89 FM, c'est la fréquence de RFI. Et ça passe samedi et dimanche, 13h33 et 19h33. Et ça s'appelle Vivre ailleurs. Voilà, Vivre ailleurs. Dernière question, madame, au fond. Vas-y, dis. Je profite. Vas-y, profite-en le temps que le micro arrive. Le petit journal, on a lancé des after-work qui s'appellent Mardi Expat. On essaie d'en faire à peu près un par mois. Il y en a un demain, c'est le 6 octobre. C'est au Café de la Ville. C'est 36 boulevard de Bonne Nouvelle. C'est sur les grands boulevards, métro Bonne Nouvelle. Et l'idée, c'est d'échanger entre expats, donc soit des gens qui sont revenus, soit des gens qui voudraient partir. C'est totalement informel. Il y a juste une entrée avec une conso. Il y a une page Facebook, Mardi Expat. Voilà. Dernière question, parce qu'il est le 45. Oui, je me dépêche, c'est pas à proprement parler une question, juste quelques remarques sur ce que vous avez dit. Très très vite. Oui, très rapidement. En fait, moi, je m'occupe d'une communauté de voyageurs sur Internet qui part dans le cadre du programme Vacances-Travail, que vous connaissez peut-être, et qui en fait permet aux Français de partir à l'étranger sans forcément avoir trouvé de travail auparavant. C'est pour voyager et travailler. Donc en fait, moi, je ne suis pas vraiment concernée par tout ce que vous avez dit par rapport à l'emploi. Nous, quand on demande aux gens pourquoi ils veulent partir, et je rejoins justement la journaliste qui vient d'intervenir, la majorité part pour découvrir, apprendre une langue, voir autre chose, devenir plus autonome. Et j'ai l'impression qu'on n'insiste pas assez là-dessus. Ensuite, j'ai aussi le sentiment parfois que certains ont un fantasme sur l'expatriation. Partir, c'est facile, la France va mal. Finalement, je ne sais même pas s'il faut un visa, je ne sais pas si mon domaine recrute à l'étranger. Et du coup, pour certains, c'est un peu l'échec au bout du chemin parce qu'ils ne sont pas assez informés. Et une petite critique parfois par rapport aux journalistes, je vois qu'il y a certains profils qui sont spécifiquement recherchés. Justement, une personne qui va avoir trouvé un emploi génial à l'étranger, on parle beaucoup moins de ceux qui n'y arrivent pas. Nous, on voit des gens qui rentrent toutes les semaines parce que finalement, ils ne sont pas partis avec assez d'argent ou parce qu'ils ont pensé qu'ils allaient dans un Eldorado, alors qu'il n'y en a pas vraiment finalement, excusez-moi. Donc voilà, c'est un petit peu par rapport à ça. Et dernière chose, je me dépêche. On parlait aussi des causes des départs. Moi, j'ai l'impression dans ce qu'on lit que beaucoup de gens reprochent la mentalité des Français. Alors il y a le French bashing, pas forcément réfléchi parfois, mais pour certains, on a l'impression que qu'en France, les gens sont un peu bougons, râlent beaucoup, croit pas vraiment au projet des autres. Par exemple, au Canada, quelqu'un qui est comptable et qui veut devenir sophrologue demain, on va beaucoup l'encourager. Et en France, les gens ont l'impression que leur projet, on n'y croit pas trop. Voilà, c'était tout. Merci à tous. Merci. Allez-y, vite, allez-y. Mais levez-vous quand on vous entend, parce que... Non, mais très rapidement, ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis. Je remercie M. Langlois pour son émission. J'ai même eu l'occasion d'y passer il y a quelques années. Dans les thématiques des Français de l'étranger, d'abord la thématique de journaliste, c'était sur la mobilité à travers les médias et pas la mobilité des médias ou des journalistes des médias. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que je comprends bien, et vous avez raison, j'en suis conscient, ça fait 10 ans que je suis élu des Français de l'étranger, ce ne sont pas des thématiques qui intéressent nos compatriotes ici, en France, ça on est bien d'accord. Mais il y a quand même des dossiers, qui peuvent permettre de faire ce lien, de faire ce pont. Il y a eu un dossier sur les enfants et les problèmes d'adoption avec le Japon. Il y a un dossier brûlant qui est couvert dans le reste du monde, sauf en France, qui s'appelle la loi FATCA, qui est le gouvernement le protocole d'accord entre la France et les États-Unis et ça impacte des centaines de milliers d'accidentels américains, ça impacte des Américains résidant en France, il y en a 200 000, il y en a 8,7 millions à l'étranger, pour votre information, des Américains à l'étranger, et c'est repris par tous les médias. Ça fait la une des journaux de 20 heures, entre guillemets, au Danemark, en Hollande, ça fait la une en Angleterre, on en parle au Canada. En France, zéro. Ça fait une semaine que je suis à Paris. Alors, on a un rendez-vous avec la Tribune. Si des radios sont intéressées, on a des cas extraordinaires. Les comptes en banque en France pour des Français résidant aux États-Unis ou des Français avec des signes d'américanité sont clos tous les jours. Des successions sont, parce qu'on est accidentel américain, qu'on a vécu 6 mois, on est né aux États-Unis, on a 45 ans, on perd son père, il y a toute la famille derrière, des successions sont bloquées depuis 9 mois. Etc. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Donc je veux dire que oui, on peut parler des retraités qui vont au Maroc ou au Portugal. Oui, on peut parler. Ça peut avoir un côté sympa dans une émission sur TV5 ou Envoyé spécial. Très bien. Ça n'intéresse pas les Français de savoir quels sont les petits problèmes, mais quand ça touche et quand il y a un lien binational, une relation
Je vous citais pour ne pas faire que sur les États-Unis, mais les problèmes d'adoption avec le Japon, par exemple. Mais il y en a d'autres. Il y a les problèmes des diplômes avec mon collègue de Chine. Il y a des problèmes. Là, on aimerait que les médias de temps en temps, surtout qu'on vous saisit en général, vous êtes sur les listes de nos envoyés de communiqués de presse, entre guillemets, etc. On aimerait qu'il y ait un petit peu un relais de temps en temps pour ces relations bilatérales. Voilà, c'est tout, ces problèmes bilatéraux. Bien, merci à tous. Ça reprend tout à l'heure. C'est 14h, Madame la Sénatrice, 14h45, 14h 14h15, la reprise des débats. Merci.